Madame, je ne m'attendais pas à vous trouver assise à côté d'une poubelle. La pièce est devenue complètement silencieuse. Un instant plus tôt, les gens riaient. Mon père avait ri le plus fort. La cérémonie de promotion de mon frère devait être le plus beau jour de sa vie. Des officiers militaires, de la famille, des amis, des élus locaux et des voisins s'étaient rassemblés dans une salle de réception aux abords de Toulon, dans le Var. L'atmosphère avait été joyeuse, fière, festive. Puis, un amiral a franchi la porte. Au lieu de se diriger vers l'estrade, il s'est arrêté net et m'a dévisagé directement, moi, la femme, assise à côté d'une poubelle. La même femme que tout le monde avait passé les 20 dernières minutes à humilier. Je me souviens de l'expression sur le visage de mon père, de la confusion, puis de l'inquiétude, puis autre chose, de la peur. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé cet après-midi-là, je dois vous expliquer comment nous en sommes arrivés là, parce que rien de ce moment n'avait de sens à moins de comprendre ma famille. Je m'appelle Isaline Tessier. J'avais 42 ans à l'époque, et pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été la déception, du moins selon mon père. J'ai grandi dans une petite ville près d'Aix-en-Provence. Mon père, Ambroise Tessier, croyait fermement au travail acharné, à la discipline et aux valeurs traditionnelles. Il n'y avait rien de mal à cela. Le problème, c'était qu'il ne semblait voir ces qualités que chez mon jeune frère, Cyprien. Cyprien ne pouvait rien faire de mal. Si Cyprien obtenait un 14/20 à l'école, papa le félicitait. Si j'obtenais un 10 à 8/20, papa me demandait pourquoi ce n'était pas un 20. Quand Cyprien a intégré l'équipe première de rugby, papa l'a célébré pendant des semaines. Quand j'ai obtenu une bourse d'études académiques d'excellence au niveau régional, papa l'a à peine mentionné. Au début, je pensais que je devais simplement faire plus d'efforts, puis j'ai vieilli et j'ai réalisé que les règles étaient différentes. Certains enfants grandissent en essayant de mériter l'amour. D'autres grandissent en apprenant qu'ils ne l'obtiendront jamais. J'appartenais au deuxième groupe. Ma mère a fait de son mieux pour équilibrer les choses. Elle nous aimait tous les deux, mais elle est décédée d'un cancer quand j'avais 22 ans. Après cela, le peu de retenue qui existait chez mon père a semblé disparaître. Cyprien est devenu sa fierté. Je suis devenue son fardeau. À 18 ans, je m'étais engagée dans la marine nationale, non pas parce que je fuyais, mais parce que je voulais un but, une structure, servir. Je voulais construire quelque chose qui m'appartenait. Là, en réponse de mon père, résonnait encore dans ma mémoire. Tu n'es pas capable de réussir à l'université, alors tu rejoins l'armée. La déception dans sa voix m'a blessé plus que je ne l'ai admis. J'ai passé des années à lui prouver qu'il avait tort, ou peut être à me prouver pour que j'avais raison. Quoi qu'il en soit, j'ai cessé de chercher son approbation. Du moins, c'est ce que je me disais. La vérité était plus compliquée. Une partie de moi n'a jamais cessé de vouloir que mon père me regarde de la même manière qu'il regardait Cyprien. Je suis juste devenue meilleure pour le cacher. Au cours des 2 décennies suivantes, ma carrière m'a menée à travers le monde. Déploiement, commandement de formation, opérations de secours en cas de catastrophe, missions humanitaires, postes de direction, le travail comptait. Les gens comptaient. La mission comptait. La reconnaissance ne m'a jamais beaucoup importé. En fait, je parlais rarement de mes accomplissements. En
partie parce que la culture militaire enseigne l'humilité, en partie parce que je savais que mon père ne s'en soucierait de toute façon pas. Chaque fois que des proches me demandaient ce que je faisais, je donnais généralement des réponses vagues. Je suis dans la marine. C'était suffisant. La plupart d'entre eux supposaient que je gérais de la paperasse quelque part. Je ne les ai jamais corrigés. La vie devenait plus facile ainsi. Pendant ce temps, Cyprien est resté près de chez nous. Il a rejoint la fonction publique, s'est forgé des relations, s'est marié jeune, a eu 2 enfants et est devenu le centre de chaque réunion de famille. Papa adorait le présenter. Voici mon fils. La fierté émanait pratiquement de lui. J'ai appris à sourire. Malgré tout, les années ont passé. Puis Cyprien a reçu une promotion importante. Une cérémonie a été programmée près de la rade de Toulon. Toute la famille a été invitée. Lorsque l'invitation est arrivée, j'ai envisagé de décliner, non pas parce que je n'aimais pas Cyprien. Malgré tout, j'aimais mon frère. Le problème était que les réunions de famille me laissaient toujours l'impression d'être une étrangère. Pourtant, quelque chose m'a dit d'y aller. Peut être la loyauté, peut être la curiosité, peut être l'espoir. L'espoir a une drôle de façon de survivre bien après qu'il devrait être mort. La salle de réception se trouvait à côté d'une marina surplombant la Méditerranée. C'était une magnifique après-midi de printemps. La lumière du soleil se reflétait sur l'eau. Les drapeaux flottaient dans la brise. Les gens discutaient joyeusement sur le parking. Tout semblait parfait, comme sur une carte postale. Quand je suis entrée à l'intérieur, personne ne m'a remarqué. Ce n'était pas inhabituel. J'ai signé le livre d'or et j'ai cherché ma table. Assigné, ou du moins j'ai essayé. Mon nom n'y était pas. J'ai vérifié à nouveau. Rien. Finalement, j'ai trouvé un marque-place écrit à la main près du buffet des traiteurs. À côté d'une grande poubelle grise, une chaise pliante, pas une chaise de banquet, pas un siège à une table, une chaise pliante. J'ai honnêtement pensé que c'était une erreur. Puis j'ai entendu la voix de mon père. Oh, la voilà! Les gens se sont retournés. Papa a souri de toutes ses dents. Ce sourire m'a tout dit. Ce n'était pas un accident. Il l'avait planifié. Je m'en suis approchée calmement. Papa, est-ce que c'est censé être ma place? Plusieurs invités ont eu l'air mal à l'aise. Mon père a ri, pas un rire, nerveux. Un rire délibéré. Le genre destiné à divertir un public. Puis, il a prononcé les mots qui allaient tout changer. Les déchets vont avec les déchets. La pièce a explosé de rire. Certaines personnes ont ri parce qu'elles étaient d'accord. D'autres ont ri parce qu'elles se sentaient sous pression. Quelques-unes ont eu l'air horrifiées. Cyprien a gloussé maladroitement. Non pas parce qu'il trouvait ça drôle, mais parce qu'il n'y voulait pas défier papa. Cela m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. L'espace d'un bref instant, j'ai envisagé de partir, de prendre ma voiture, ne plus jamais leur adresser la parole, mais quelque chose m'a arrêté. Peut être la dignité, peut être l'entêtement, peut être 20 ans de formation militaire. Au lieu de cela, j'ai tiré la chaise, je me suis assise, j'ai croisé les mains et j'ai souri. Les rires se sont progressivement estompés. La conversation a repris. La musique a joué. Les serveurs ont circulé dans la pièce avec des plateaux. La vie a continué, du moins pour tous les autres. À l'intérieur,
D'anciennes blessures s'étaient rouvertes, non pas à cause de la chaise ni de la poubelle. Parce qu'une femme de 42 ans s'est soudainement sentie redevenir une petite fille. La fille qui n'était jamais à la hauteur. La fille que personne ne voyait. J'ai regardé par la fenêtre en direction de la marina, j'ai respiré lentement et je me suis rappelé quelque chose d'important. Les gens ne peuvent définir votre valeur que si vous leur en donnez le pouvoir. J'avais appris cette leçon il y a des années. Pourtant, les leçons ont parfois besoin d'être répétées. Environ 20 minutes plus tard, un mouvement étrange a attiré mon attention à l'extérieur. Plusieurs berlines noires officielles de l'État étaient entrées sur le parking. Les véhicules se sont garés près de l'entrée. Des agents de sécurité en sont sortis. L'atmosphère a changé immédiatement. Les invités l'ont remarqué. Des chuchotements se sont propagés. Quelqu'un d'important venait d'arriver. Ou très important. Mon père a réajusté sa cravate. Cyprien a arrangé sa veste. Le maître de cérémonie s'est précipité vers l'entrée. Tout le monde a supposé que le visiteur était venu honorer mon frère. Personne ne m'a regardé. Personne n'a remarqué le petit sourire qui se formait sur mon visage. Parce que contrairement à tout le monde dans cette pièce, je savais exactement qui venait d'arriver. Et je savais que la journée était sur le point de changer à tout jamais. La première chose que j'ai remarquée a été le silence. Pas un silence complet, plutôt comme une onde se propageant dans la pièce. Les conversations ont ralenti. Les rires se sont éteints. Les gens se sont tournés vers l'entrée pour parrain. La salle de réception avait été bruyante toute l'après-midi. Les verres trinquaient. Les familles discutaient. Les enfants déambulaient entre les tables. Le son de la célébration remplissait chaque recoin. Puis les berlines noires sont arrivées et tout a changé. Je suis restée assise à côté de la poubelle, sur la même chaise pliante, à la même place que mon père avait choisie. Et pour moi. Les serveurs ont continué à se déplacer autour de moi, portant plateau de thé glacé et d'amuse-bouche. De temps en temps, quelqu'un jetait un regard compatissant dans ma direction. La plupart détournaient rapidement les yeux. Les gens savent rarement quoi faire lorsqu'ils sont témoins d'une humiliation. Mon père, pendant ce temps, s'amusait beaucoup. Il se tenait près de l'estrade, entouré de parents et d'élus locaux. Sa poitrine se gonflait pratiquement de fierté chaque fois que quelqu'un félicitait Cyprien. « Votre fils a bien réussi. Ambroise, merci. Il doit être fier. Oh, il l'est. Papa savourait chaque seconde. » Cyprien se tenait à proximité, serrant des mains et acceptant les félicitations. À son crédit, il avait l'air mal à l'aise chaque fois que ses yeux dérivaient vers ma chaise. Mais être mal à l'aise n'était pas la même chose qu'être courageux. Il n'est jamais venu, ne s'est jamais excusé, ne m'a jamais offert de siège. Parfois, le silence devient sa propre forme de participation. À l'extérieur, les portières des véhicules se sont ouvertes. Plusieurs militaires en uniforme ont posé le pied sur le trottoir. Les invités commençaient à chuchoter. « Qui est-ce ? Ça doit être quelqu'un d'important. J'ai entendu dire qu'un amiral pourrait être présent. » Les yeux de mon père se sont illuminés. Un amiral, pour lui, c'était mieux que le matin de Noël. Un officier militaire de haut rang assistant à la cérémonie de promotion de Cyprien deviendrait une histoire qu'il raconterait pendant des années. Le maître de Kèze.
Cérémonie s'est précipitée vers l'entrée. Plusieurs responsables locaux ont lissé leurs vestes. Même Cyprien avait l'air surpris. Apparemment, cet invité ne figurait pas sur le programme officiel. J'ai bu une petite gorgée d'eau et j'ai observé. Les portes se sont ouvertes. Un amiral de la Marine nationale est entré dans le hall. Grand, distingué, les cheveux argentés, des rangées de décorations barrant son uniforme d'apparat. Sa présence commandait le respect immédiat, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'il l'avait mérité. Les gens se sont instinctivement écartés. La conversation s'est arrêtée net. L'amiral a hoché la tête poliment en entrant. Le maître de cérémonie s'est empressé de lui immédiatement. Plusieurs officiers ont fait de même. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se dirige vers la scène, vers Cyprien, vers l'invité d'honneur. Au lieu de cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'amiral s'est arrêté, complètement arrêté. Ses yeux m'avaient trouvé. L'espace d'un bref instant, aucun de nous n'a bougé. Puis il a changé de direction et a commencé à marcher droit vers la poubelle, vers moi. J'ai entendu la confusion se répandre dans la foule. Les gens se sont retournés pour suivre son chemin. Leurs expressions ont changé lorsqu'ils ont réalisé où il allait, ou plutôt vers qui il allait. L'amiral a traversé la pièce, une table, puis une autre, puis une et autre, jusqu'à ce qu'il se tienne directement devant moi. Je me suis lentement levée. Non pas parce que le protocole l'exigeait, parce que le respect est mutuel. Il a regardé la chaise pliante, puis la poubelle, puis moi. Son expression s'est durcie, pas de colère envers moi, mais d'incrédulité face à la situation. Puis, il a parlé. « Madame, je ne m'attendais pas à vous trouver assise à côté d'une poubelle. » La pièce s'est figée. Toutes les conversations sont mortes instantanément. Les mots ont résonné dans le hall. Les gens ont échangé des regards confus. Mon père a cligné des yeux. Cyprien avait l'air stupéfait. Plusieurs officiers ont dévisagé ouvertement la scène. L'amiral ne parlait pas seulement par politesse. Il parlait avec un respect sincère. Le genre réservé à quelqu'un d'important. J'ai souri. « Tout va bien, amiral. » Il a jeté. Un nouveau coup d'œil à la chaise. « Non, madame, ça ne va pas. » Un rire nerveux s'est échappé de quelqu'un à proximité. Personne ne s'y est joint. L'atmosphère avait complètement changé. Quelques minutes plus tôt, les gens se moquaient de moi. Maintenant, ils essayaient de comprendre ce qui avait manqué. L'amiral s'est tourné vers un membre du personnel à proximité. « S'il vous plaît, apportez une autre chaise. » Immédiatement, aucune hésitation. En quelques secondes, des employés se sont précipités pour réorganiser les sièges. La rapidité de leur réaction n'a fait qu'ajouter à la confusion. Papa s'est finalement avancé. « Amiral, monsieur. » L'amiral l'a reconnu poliment. « Monsieur Tessier. » Papa a semblé soulagé que l'amiral connaisse son nom. Il supposait que l'attention était toujours liée à Cyprien. Mon fils est honoré aujourd'hui. Oui, a répondu l'amiral. Je comprends. La réponse me semblait courtoise, mais il y avait quelque chose d'inhabituel. Son attention restait fixée sur moi. Pas sur Cyprien, pas sur papa, sur moi. Cyprien s'est approché prudemment. Son sourire semblait forcé. « Monsieur, c'est un honneur de vous rencontrer. » L'amiral lui a serré la main. « Félicitations pour votre promotion. » Cyprien rayonnait.
L'espace d'une seconde, la normalité a semblé prête à revenir. Puis l'amiral a ajouté quelque chose qui a de nouveau tout changé. Je suis sûr que votre sœur est fière de vous. Le sourire de mon frère s'est légèrement effacé. L'amiral avait délibérément redirigé l'attention sur moi. Les chuchotements se sont répandus dans la pièce. Je pouvais presque entendre les gens penser. Comment la connaît-il? Une nouvelle chaise est arrivée. Une vraie chaise de réception. L'amiral l'a personnellement tirée. Pour moi, la pièce a pratiquement cessé de respirer. Mon père avait l'air d'avoir avalé une pierre. L'image seule était choquante. Un amiral debout à côté d'une femme dont tout le monde venait de se moquer. Là, traitant avec un respect visible, lui offrant un siège. Je me suis assise. L'amiral a pris la chaise à côté de moi, pas le siège réservé près de la scène, pas la table VIP à côté de moi. Des halètements ont résonné dans la pièce. Le visage de papa a perdu ses couleurs. Pour la première fois de la journée, il avait l'air incertain. Le maître de cérémonie s'est précipité. « Monsieur, nous avons une table préparée pour vous. » L'amiral a hoché la tête poliment. « Je suis très bien ici. » La pièce est retombée dans le silence, car tout le monde a compris ce que cela signifiait. L'invité le plus important de l'assemblée avait choisi de s'asseoir à côté de la femme près de la poubelle. Plusieurs officiers militaires sont entrés dans la salle derrière lui. Des officiers supérieurs, des officiers décorés, des hommes et des femmes avec des décennies de service. En apercevant l'amiral, ils se sont approchés, puis ils m'ont remarqué, et leurs réactions ont reflété la sienne. Respect et reconnaissance. Un officier a souri chaleureusement. « Bonjour, mon commandant. » Un autre m'a serré la main. Ça faisait trop longtemps. Un troisième a ri doucement. J'aurais dû m'en douter que vous finiriez d'une manière ou d'une autre par voler la vedette. L'assemblée regardait avec incrédulité. Plus, personne ne savait quoi dire. Mon père encore moins que les autres. Je pouvais le voir rejouer la dernière heure dans sa tête. La blague, les rires, la chaise, la poubelle. Pour la première fois, il semblait réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. Pas pour moi, pour lui. Un des officiers s'est penché vers un autre. Il pensait chuchoter doucement, mais dans le silence, tout le monde l'a entendu. Ils ne savent vraiment pas qui elle est. La question a atterri comme une grenade. Personne n'a répondu parce que personne ne savait. Pas encore. Et à en juger par la panique grandissante sur le visage de mon père. La vérité était sur le point de coûter très cher. Pendant les minutes qui ont suivi, personne n'a prêté attention à la scène. Personne ne se souciait des décorations. Personne ne prêtait attention aux traiteurs. Personne ne se souciait même de la cérémonie de promotion de Cyprien. La salle entière était concentrée sur une seule question. Qui étais-je? Je. Il pouvait presque la voir se propager de table en table. Les mêmes personnes qui m'avaient ignoré une heure plus tôt volaient maintenant des regards dans ma direction, chuchotaient, spéculaient, essayaient de résoudre un mystère dont elles ignoraient l'existence. Mon père restait figé près de la scène. Je ne l'avais jamais vu avoir l'air aussi incertain. Ambroise Tessier était un homme qui avait toujours cru comprendre une salle. Il comprenait les gens. Il comprenait le statut social. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais pour la première fois de sa vie, il était complètement perdu. L'amiral était assis à côté de moi, calme. Il n'essayait pas de faire un scandale. C'était ça l'ironie.
Le scandale existait à cause de la façon dont tous les autres réagissaient. Ils me traitaient simplement de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait, avec un respect professionnel. Une serveuse s'est approchée nerveusement. « Désirez-vous quelque chose, amiral ?» Il a jeté un coup d'œil vers moi. « Le capitaine de frégate Tessier a-t-elle été servi ?» La jeune femme a scié. « Capitaine de frégate ». Le mot s'est répandu, instantanément. « Capitaine de frégate ». Je l'ai entendu rebondir à travers la pièce comme un caillou ricochant sur l'eau. Le capitaine de frégate Tessier, pas la secrétaire Tessier, pas l'assistante administrative Tessier. Le capitaine de frégate Tessier. La serveuse m'a regardé. J'ai souri gentiment. Je n'ai eu besoin de rien, merci. Elle a hoché la tête et s'est éloignée précipitamment. Les chuchotements se sont intensifiés. Plusieurs invités ont immédiatement sorti leur téléphone. En quelques minutes, les gens cherchaient mon nom, cherchaient les dossiers militaires, cherchaient les biographies professionnelles, cherchaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Mon père l'a remarqué. Qu'est-ce qu'ils font ? Personne ne lui a répondu. Cyprien a sorti en son propre téléphone. J'ai vu son expression changer, puis changer encore, puis s'effacer complètement. Ses yeux parcouraient lentement l'écran. Il a levé les yeux vers moi, puis les a baissés, puis les a relevés comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il lisait. Je comprenais pourquoi. Parce que pendant 20 ans, j'avais délibérément gardé ma carrière privée. Chaque fois que des proches posaient des questions, je changeais de sujet. Chaque fois que les gens me complimentaient, je redirigeais l'attention ailleurs. J'avais appris depuis longtemps que parler de ses accomplissements change rarement l'opinion des gens, surtout lorsque ces opinions sont déjà figées. Mais maintenant, l'information était partout et personne ne pouvait plus l'ignorer. Le premier officier debout à proximité a finalement pris la parole. « Mon commandant, supervisez-vous toujours les opérations d'intervention d'urgence Méditerranée ?» J'ai hoché la tête. Parmi d'autres responsabilités, l'officier a souri. Vos protocoles d'évacuation lors du dernier cyclone aux Antilles ont sauvé des vies sur toute l'île. Plusieurs personnes l'ont entendu. Plus de chuchotements, plus de regards confus. Mon père avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Évacuation lors de cyclones. Intervention d'urgence. Il n'avait aucune idée de ce que tout cela signifiait. À vrai dire, la plupart des personnes dans la pièce non plus. Mais il comprenait une chose. Ça avait l'air important, très important. Cyprien s'est lentement approché de ma table. Pour la première fois de l'après-midi, il avait l'air sincèrement nerveux. Isaline. J'ai levé les yeux. Oui. Sa voix était prudente. Depuis combien de temps es-tu capitaine de frégate ? La question révélait tout. Mon propre frère ne le savait pas. Je lui ai fait un petit sourire. Plusieurs années. Ses yeux se sont écarquillés. Plusieurs années, pas plusieurs mois, pas récemment, des années. La réalisation l'a frappé de plein fouet. L'information n'avait pas été cachée. Il n'avait simplement jamais pris la peine de demander. Cela lui a fait mal. Je pouvais le voir parce qu'au fond, Cyprien n'était cruel. Faible parfois, lâche parfois, mais pas cruel. Son plus grand défaut était de laisser les opinions de notre père devenir les siennes. L'amiral observait silencieusement. Il ne se réjouissait pas de l'inconfort de Cyprien. Moi non plus. Contrairement à ce que les gens pensent,
La vengeance est rarement aussi satisfaisante qu'on l'imagine. Surtout, elle rend triste. Triste parce que les personnes qui vous déçoivent sont souvent celles que vous avez aimées autrefois. Un souvenir a refait surface de manière inattendue. J'avais 23 ans, je revenais tout juste de mon premier déploiement. J'étais rentrée chez moi après près de 10 mois passés à l'étranger. Maman était déjà décédée à ce moment-là. Papa est venu me chercher à l'aéroport. Le trajet jusqu'à la maison a duré presque 2 heures. Pendant ces 2 heures, il m'a posé exactement une seule question sur mon déploiement. Une seule. Le reste de la conversation s'est concentré sur Cyprien, le nouveau travail de Cyprien, la petite amie de Cyprien et les projets de Cyprien, l'avenir de Cyprien. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre côté passager, me demandant pourquoi je continuais à espérer que les choses changent. C'était il y a près de 20 ans. Et d'une manière ou d'une autre, je n'avais toujours pas complètement compris la leçon. De retour dans le présent, un autre officier s'est approché, puis un autre, puis un autre. Chaque salutation rendait l'atmosphère plus inconfortable. Non pas parce qu'il faisait mes louanges, mais parce qu'il me connaissait clairement, me respectait, m'estimait. Un officier supérieur a ri chaleureusement. « Isaline, je parle encore aux gens de cette opération d'évacuation dans les Antilles. Plusieurs têtes se sont tournées. Quelle évacuation ?» L'officier a souri. 300 civils piégés pendant les inondations. Il a secoué la tête. La plupart des gens auraient attendu une meilleure météo. J'ai immédiatement interrompu. Ce n'était pas seulement moi, mais il a ignoré la correction. C'est vous qui avez pris la décision. La pièce écoutait. Plus personne ne touchait à son repas. Plus personne ne se souciait du déjeuner. Mon père s'est finalement avancé. Sa patience avait atteint ses limites. Que se passe-t-il exactement ici? La pièce est devenue silencieuse. L'amiral l'a regardé calmement. Il semble y avoir une certaine confusion. Mon père a forcé un rire. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. L'amiral a hoché la tête, puis a parlé avec précaution. Votre fille est l'un des officiers les plus respectés actuellement en service dans ce domaine. Mon père a ri à nouveau. Seulement, cette fois, cela sonnait nerveux, presque désespéré. Voyons, personne ne s'est joint à son rire. Personne. Le silence, en terre, était brutal. L'amiral n'a pas souri. Les officiers non plus. Car aucun d'entre eux ne considérait la déclaration comme extraordinaire. Pour eux, c'était simplement la vérité. Pour la première fois de la journée, mon père avait l'air sincèrement ébranlé. À quelques tables de là, j'ai remarqué plusieurs invités lisant des articles sur leur téléphone. Une femme a couvert sa bouche. Une autre m'a dévisagé ouvertement. Un ancien combattant à la retraite s'est levé lentement de sa chaise. Il était resté assis tranquillement au fond de la pièce. Maintenant, il me regardait directement. La reconnaissance a illuminé son visage. Je connais ce nom. La salle s'est tournée vers lui. Le vieux vétéran a pointé le doigt doucement. Vous êtes l'officier qui a coordonné les opérations de secours après le passage du cyclone. J'ai hoché la tête. Les yeux du vétéran se sont adoucis. Ma petite fille a été évacuée grâce à
Effort. Silence. Silence absolu. Le vieil homme a placé une main sur son cœur. Merci. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai simplement hoché la tête. Mais j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose à proximité. Les épaules de mon père avaient commencé à s'affaisser. L'assurance qu'il avait portée tout au long de l'après-midi disparaissait car l'histoire qu'il s'était racontée pendant des années s'effondrait. La fille décevante, le fils qui a réussi, la hiérarchie familiale, tout cela. Puis, avant que quiconque puisse parler à nouveau, le maître de cérémonie s'est précipité de retour sur l'estrade. Son visage était pâle. Il a ajusté le microphone, s'est raclé la gorge et a fait une annonce que personne n'attendait. Avant de poursuivre la cérémonie de promotion d'aujourd'hui, nous avons été autorisés à procéder à une remise de décoration spéciale. Des murmures confus ont rempli la salle. Cyprien a froncé les sourcils. Mon père a cligné des yeux. Le maître de cérémonie m'a regardé directement, puis a souri. Et la personne honorée aujourd'hui est le capitaine de frégate Isaline Tessier. La pièce a explosé de stupéfaction, et la plus grande surprise de la journée restait encore à venir. Il s'éclaircit la gorge. Pendant un moment, personne n'a bougé, personne n'a respiré. Le maître de cérémonie se tenait au pupitre, tenant un dossier pendant que plus d'une centaine d'invités me dévisageaient. Capitaine de frégate Isaline Tessier. Le nom semblait flotter dans l'air. Mon frère avait l'air abasourdi. Mon père avait l'air de voir le sol se dérober sous ses pieds. Et honnêtement, une partie de moi souhaitait que la cérémonie se termine tout simplement. Je n'ai jamais aimé être le centre de l'attention. Cela peut sembler étrange après tout ce qui s'est passé, mais c'était vrai. La marine m'avait appris beaucoup de choses au fil des ans. L'une d'elles était que le véritable leadership cherche rarement les applaudissements. La mission passe avant tout, les gens passent avant tout, la reconnaissance vient en dernier. Malheureusement, la vie ne coopère pas toujours avec nos préférences. Le maître de cérémonie a ajusté le microphone. Mesdames et messieurs, l'événement d'aujourd'hui inclut reconnaissance inattendue mais très spéciale. La pièce est restée silencieuse. Tout le monde écoutait maintenant. Absolument tout le monde. J'ai jeté un coup d'œil vers l'amiral. Il m'a fait un signe de tête rassurant, puis il a chuchoté doucement. « Vous l'avez mérité. » J'ai souri poliment. Mais, à l'intérieur, je ressentais quelque chose de totalement différent. De la nervosité, pas à cause de la reconnaissance, mais à cause de mon père. Une petite partie de moi s'inquiétait encore de l'effet que cela aurait sur lui. Même après tout, même après la poubelle, même après les rires, les enfants ne cessent jamais complètement de se soucier de ce que pensent leurs parents. Le maître de cérémonie a poursuivi. Le capitaine de frégate Isaline Tessier passait plus de 2 décennies à servir la marine nationale avec distinction. Plusieurs grands écrans disposés autour de la pièce se sont soudainement allumés. Un diaporama est apparu. La première photographie me montrait à 20 ans, jeune, mince, debout maladroitement à côté d'un instructeur de l'école navale. Quelques proches ont haleté. Beaucoup n'avaient jamais vu la photo. La deuxième photo est apparue, puis la troisième, puis des dizaines d'autres. Déploiement, centre de commandement, opération d'intervention en cas de catastrophe, missions humanitaires, efforts de sauvetage, cérémonie militaire,
des endroits sur lesquels ma famille n'avait jamais posé de questions, des endroits dont je n'avais jamais parlé. La salle a regardé en silence. Le maître de cérémonie a lu le registre officiel. Le commandant Tessier a dirigé de multiples opérations de secours d'urgence à grande échelle dans plusieurs régions maritimes. Une autre image est apparue. Des eaux de crue, des hélicoptères de sauvetage, des abris d'urgence. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Elle a coordonné des efforts d'évacuation impliquant des milliers de civils lors de catastrophes naturelles majeures. Mon père a fixé l'écran. Son expression changeait avec chaque photographie. Je pouvais presque voir les souvenirs se former dans sa tête. Les anniversaires qu'il avait manqués, les appels téléphoniques qu'il avait expédiés, conversations qu'il n'avait jamais eues, les années qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Le présentateur a continué. Son leadership lors de plusieurs opérations d'urgence a été reconnu tant au niveau régional que national. Le public a applaudi doucement. J'aurais souhaité qu'il ne le fasse pas. La reconnaissance fait toujours un effet étrange quand tant de personnes ont contribué. Aucune opération n'est jamais accomplie seule. Aucune mission n'appartient à une seule personne. Mais on ne pouvait plus arrêter la cérémonie. Une vidéo a commencé à jouer. Plusieurs militaires sont apparus à l'écran. Un par un, ils ont parlé. Un premier maître a décrit une évacuation lors d'une tempête. Un officier des affaires maritimes a discuté d'opérations de sauvetage conjointes. Un coordinateur civil des urgences a parlé des efforts de secours. Aucun d'eux n'a parlé de médaille. Aucun d'eux n'a parlé de grade. Ils ont parlé de personnes, de familles, de vies sauvées, de communautés protégées, des choses qui comptaient vraiment. Pendant que la vidéo défilait, j'ai remarqué que quelque chose se passait à la table de mon père. Plus personne ne lui parlait, non pas parce qu'ils étaient en colère, mais parce qu'ils assimilaient. Beaucoup avaient ri plus tôt. Maintenant, ils réalisaient exactement de qui ils s'étaient moqués. De l'autre côté de la pièce, Cyprien était assis, complètement immobile. Ses yeux n'ont jamais quitté l'écran. Puis est venu le moment auquel je ne m'attendais pas. Un marin est apparu dans la vidéo. Un jeune enseigne de vaisseau, 22 ans, probablement peut être 23. Il a regardé directement la caméra. J'étais un tout jeune officier lorsque j'ai travaillé pour la première fois sous les ordres du commandant Tessier. Il a souri. Je pensais que le commandement consistait à être la personne la plus intelligente de la pièce. Plusieurs invités ont gloussé. Le jeune officier a continué. Elle m'a appris que le leadership signifie assumer la responsabilité quand les choses tournent mal et distribuer le mérite quand les choses tournent bien. J'ai baissé les yeux, gêné. La salle écoutait attentivement. Le jeune homme a souri à nouveau. Tout ce que je sais sur la façon de prendre soin de mes hommes me vient d'elle. La vidéo s'est terminée. Les applaudissements cette fois étaient plus forts, beaucoup plus forts. J'aurais aimé que ma mère puisse voir ça. Pas la reconnaissance, mais le respect. Elle aurait été fière. Le maître de cérémonie s'est éloigné du pupitre. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. 3 officiers supérieurs se sont approchés de la scène. Chacun portait un dossier. L'un d'eux portait un écrin de présentation. L'audience a immédiatement senti que ce n'était pas de la routine. Le premier officier a commencé à parler. Il a décrit une opération récente, une opération qui n'avait jamais fait la une des journaux. La plupart du travail militaire ne le fait pas.
Une situation dangereuse, une logistique complexe, des vies en danger. Les détails restaient limités pour des raisons de sécurité. Mais le résultat était clair. Une grave catastrophe avait été évitée. L'officier a fait une pause. Le leadership du capitaine de frégate Tessier a joué un rôle déterminant dans le succès de cette mission. Puis un autre officier a parlé, puis un autre. Chacun a décrit mon travail. Pas de façon dramatique, pas de façon théâtrale, professionnellement, respectueusement. L'effet était accablant parce que ce n'étaient pas des compliments de la famille, pas des faveurs, pas de la politique. C'étaient les évaluations de personnes qui avaient passé des décennies à juger les performances, et ils étaient tous arrivés à la même conclusion. J'avais bien fait mon travail, très bien. Lorsque le dernier orateur a terminé, la salle s'est levée, une standing ovation. Je ne savais honnêtement plus où regarder. Mon visage était chaud. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de fierté, d'émotion. Parce que pour la première fois de ma vie, je me tenais devant ma famille exactement telle que j'étais. Ni sous-estimée, ni rejetée, ni ignorée, simplement vue. C'est alors qu'est survenu le plus grand malentendu de l'après-midi. L'un des élus locaux s'est penché vers un autre invité. Son chuchotement a porté plus loin qu'il ne le souhaitait. Eh bien, maintenant nous savons pourquoi l'amiral était ici. Plusieurs personnes ont hoché la tête. Ils supposaient que la réponse était évidente. J'ai entendu un autre murmure. C'est sa femme. D'autres, hochements de tête. La salle a semblé soulagée. Le mystère avait été résolu. Moins, c'est ce qu'il croyait. L'amiral s'est lentement levé. Il s'est approché du podium. Le public s'est immédiatement tu. Il a regardé à travers la pièce, puis directement mon père. Mon épouse est en effet assise dans cette pièce aujourd'hui. Plusieurs invités ont souri d'un air entendu. L'amiral a poursuivi. Mais je voudrais corriger un malentendu. Les sourires ont disparu. Sa voix est restée calme, mesurée, professionnelle. Je ne suis pas ici parce que le capitaine de frégate Tessier est marié avec moi. La pièce s'est figée. On aurait pu entendre une mouche voler. L'amiral a jeté un coup d'œil vers moi, puis à nouveau vers le public. Je suis ici parce que j'ai passé des années à regarder l'un des meilleurs officiers que j'ai jamais connu, servir son pays avec une intégrité extraordinaire. Silence absolu. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Les mots suivants de l'amiral sont tombés comme la foudre. Je la respecte parce qu'elle l'a mérité. Le visage de mon père est devenu blanc, complètement blanc. Et pour la première fois de toute l'après-midi, j'ai vu une véritable honte dans ses yeux. Pas de l'embarras, pas de la gêne, de la honte, parce que soudainement, il avait compris quelque chose de dévastateur. Tout ce qu'il admirait chez Cyprien, tout ce qu'il célébrait, tout ce qu'il valorisait, sa fille l'avait accompli en abondance, et il n'avait jamais pris la peine de regarder. Quelques minutes plus tard, alors que les applaudissements se poursuivaient dans la salle, j'ai remarqué un mouvement près de la sortie. Mon père s'éloignait discrètement, seul, la tête baissée, les épaules affaissées. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a rappelé. Il a disparu à travers les portes sans dire un mot. Et pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement expliquer,
Le voir partir m'a fait beaucoup plus de mal que de le voir rire. Les applaudissements ont continué bien après que mon père ait quitté la pièce. Les gens m'ont serré la main. Des officiers militaires m'ont présenté leurs félicitations. D'anciens collègues ont partagé des histoires. Des invités qui m'avaient ignoré toute l'après-midi voulaient soudainement me parler. Mais mon attention ne cessait de dériver vers la sortie, vers la porte que mon père avait franchie. La vérité était que je n'étais pas venu à la cérémonie en espérant me venger. Je sais que c'est probablement difficile à croire, surtout après tout ce qui s'est passé. La poubelle, la blague, les rires, l'humiliation, mais la vengeance n'avait jamais été mon but. Si cela avait été le cas, j'aurais révélé ma carrière des années plus tôt. J'aurais corrigé les gens. J'aurais exigé d'être reconnu. Au lieu de cela, j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à faire le contraire, à garder le silence, à aller de l'avant, à construire une vie sans attendre l'approbation de ma famille. Du moins, c'est ce que je me disais. Pourtant, alors que je me tenais là à accepter les félicitations, j'ai réalisé quelque chose de gênant. Une partie de moi n'avait jamais cessé d'espérer. Espérer que mon père me verrait un jour. Pas le commandant Tessier, pas l'officier, pas la militaire décorée, juste sa fille, la fille qu'il avait négligée pendant la majeure partie de sa vie. La cérémonie s'est terminée environ 1 heure plus tard. Les invités sont progressivement partis. Les tables se sont vidées. La salle de réception est devenue plus silencieuse. L'amiral et moi sommes restés en retrait à discuter avec quelques officiers. Finalement, Cyprien s'est approché. Il avait l'air épuisé. Pas physiquement, émotionnellement. Il y avait des cernes sous ses yeux qui n'y étaient pas plus tôt. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis, il m'a surprise. Je suis désolée. Des mots simples mais sincères. Je pouvais l'entendre. Je les regardais attentivement. Pourquoi? Il a dégluti. Pour beaucoup de fertes choses. Ses yeux sont tombés vers le sol. J'aurais dû dire quelque chose quand papa t'a placé à côté de la poubelle. Je suis restée silencieuse. Il a continué. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Celle-là a fait mal, parce que c'était vrai, pas seulement aujourd'hui, des années, des décennies. Cyprien s'est frotté la nuque. J'ai toujours su qu'il nous traitait différemment. Sa voix est devenue plus faible. Je ne voulais juste pas l'admettre. Elle était là, la vérité, pas de la cruauté, de la lâcheté. Un problème, différent, mais toujours un problème. J'ai hoché la tête lentement. Merci de le dire. Il a eu l'air soulagé, pas pardonné, juste soulagé, comme si porter cette vérité était devenu épuisant. Puis il a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? J'ai souri tristement. Dire quoi de tout ça? Il a fait un geste vague. La marine, les promotions, les opérations, tout. J'ai réfléchi à ça. Là, mon réponse n'était pas simple. Finalement, j'ai haussé les épaules. Personne n'a jamais posé la question. Cyprien a eu l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac parce qu'il savait que c'était vrai. Personne ne l'avait demandé, pas vraiment, pas d'une manière significative. La conversation s'est arrêtée là. Aucun de nous ne savait quoi dire de plus. Certaines blessures nécessitent plus d'une après-midi pour guérir. Ce soir-là, j'ai conduit seul
jusqu'à un petit cimetière près d'Aix-en-Provence. Le soleil commençait à se coucher. L'air était frais, paisible. Je me suis garée près de l'entrée et j'ai porté un petit bouquet de fleurs. La tombe de ma mère se trouvait sous un grand chêne, le même arbre qu'elle aimait de son vivant. J'ai déposé les fleurs à côté de la pierre tombale, puis je me suis assise tranquillement. Pendant un long moment, j'ai simplement fixé son nom. Les années disparaissent dans des endroits comme ça. Vous arrêtez de vous sentir avoir 42 ans. Vous arrêtez de vous sentir importante. Vous arrêtez de vous sentir accomplie. Vous redevenez un enfant, une fille, quelqu'un à qui sa mère manque. J'aurais aimé que tu sois là, aujourd'hui. Les mots m'ont échappé avant que je ne réalise que je les avais, prononcés à voix haute. Une brise a traversé les arbres. Les feuilles ont bruissé doucement au-dessus de ma tête. J'ai souri. Maman aurait su exactement quoi dire. Elle savait toujours. L'amiral est arrivé quelques minutes plus tard. Il m'a trouvée assise sur l'herbe. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. Après toutes ces années passées ensemble, le silence était devenu confortable. Finalement, il s'est assis à côté de moi. « Ça va ?» J'ai hoché la tête, puis j'ai secoué la tête, puis j'ai ri doucement. « Peut être. » Il a souri. « C'est honnête. » Nous sommes restés assis en silence à regarder le coucher du soleil, à écouter les oiseaux s'installer dans les arbres. Finalement, je lui ai dit à quoi je pensais. Je pensais qu'aujourd'hui, je me sentirais mieux. Il a compris immédiatement. La cérémonie, la révélation. L'amiral a hoché la tête. J'ai continué. Je pensais que ça réparait peut être quelque chose. Son expression s'est adoucie. Mais ça ne l'a pas fait. J'ai regardé vers la tombe de ma mère. Non. Il a attendu, patient, comme toujours. Finalement, j'ai trouvé les mots. J'ai passé des années à penser que si mon père voyait enfin ce que j'avais accompli, tout prendrait un haut sens. L'amiral a soupiré doucement. Et maintenant, j'ai souri tristement. Maintenant, je sais que ça ne marche pas comme ça. Il a posé une main sur la mienne. Aucun accomplissement ne guérit à lui seul une vieille blessure. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais. Il n'offrait jamais des réponses faciles, seulement des réponses honnêtes. Le lendemain matin, mon père s'est assis seul dans sa maison. Je ne le savais ou pas à ce moment-là, mais Cyprien m'a raconté plus tard ce qui s'était passé. 2. Retour chez lui, papa n'arrivait pas à dormir. Il a erré à travers de vieilles boîtes stockées dans le grenier, des photographies, des documents, des souvenirs. Finalement, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. Une petite boîte en carton étiquetée Isaline. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines. Des lettres que j'avais écrites tout au long de ma carrière. Des lettres que je n'avais jamais postées. La plupart avaient été écrites pendant les déploiements, les nuits solitaires, les longues missions, les affectations difficiles. Pas des rapports officiels, des pensées personnelles, les choses qu'une fille aurait aimé pouvoir dire à son père. Une lettre, je décrivais à quel point la maison me manquait. Dans une autre, je parlais du fait que j'aurais aimé que maman soit encore en vie. Dans une autre, j'avouais quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute. Je voulais que papa soit fier de moi. Apparemment, il les a toutes lues, l'une après l'autre, heure après heure, seul. Au lever du soleil, il pleurait. Cyprien m'a dit plus
Plus tard que c'était la première fois qu'il voyait notre père pleurer. Pas quand maman est morte, pas pendant les épreuves, pas pendant les échecs, jamais. Mais, ce matin-là, il l'a fait. Parce que pour la première fois, il ne regardait pas un grade, des accomplissements ou des promotions. Il regardait la petite fille, solitaire cachée derrière tout cela, et il la voyait enfin. Le lendemain matin, peu après le petit déjeuner, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai ouvert. Mon père se tenait dehors. Ses yeux étaient rouges. Ses épaules paraissaient plus vieilles, plus petites d'une certaine manière. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, heureusement, « Isaline, est-ce qu'on peut parler ?» Et pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu de l'humilité dans sa voix. Pendant quelques secondes, je l'ai simplement fixé. L'homme qui se tenait devant ma chambre d'hôtel ressemblait à peine au père que j'avais connu pendant la majeure partie de ma vie. Le Ambroise Tessier avec lequel j'avais grandi avait toujours semblé plus grand que nature, confiant, dogmatique, sûr de lui, sûr d'avoir raison, sûr de comprendre les gens, sûr de savoir ce qui comptait. L'homme qui se tenait devant moi maintenant avait l'air fatigué. Pas physiquement fatigué. Épuisé de l'âme, comme si quelque chose de lourd l'avait finalement rattrapé. « Isaline, est-ce qu'on peut parler ?» Sa voix était calme, prudente, presque fragile. Je me suis écartée. « Entre !» Il est entré lentement. La pièce a soudainement paru très petite. Je me suis assise près de la fenêtre. Il a choisi la chaise en face de moi. Pendant plusieurs instants, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas hostile. Il était simplement encombré de 40 ans de conversation inachevée. Finalement, mon père a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas par où commencer. Je l'ai regardé. Alors commence par la vérité. Il a hoché la tête. Un hochement de tête lent et douloureux. Puis il m'a surprise. Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas blâmé le stress. Il n'a pas blâmé le chagrin. Il n'a pas blâmé la mort de ma mère. Il n'a blâmé personne. Au lieu de cela, il m'a regardé directement et a dit « Je t'ai fait défaut ». Les mots flottaient dans l'air, simples, honnêtes, dévastateurs. Mon père a dégluti difficilement. Je t'ai fait défaut en tant que père. Les larmes ont rempli ses yeux. Je suis restée assis avec ça toute la nuit. Je suis restée silencieuse, non pas parce que j'étais en colère, parce que j'avais besoin de tout entendre. Pour une fois, toute la vérité. J'ai passé des années à me convaincre que je te traitais équitablement. Sa voix s'est brisée, mais ce n'était pas le cas. Il a secoué la tête. Je préférais Cyprien. Une autre. N'était pas le cas. Il a secoué. Pause. J'ai toujours préféré Cyprien. L'honnêteté faisait mal, mais, étrangement, elle apportait aussi un soulagement. Il y a quelque chose de puissant à entendre une vérité enfin prononcée à voix haute, surtout une vérité qu'on a portée seule pendant des décennies. Papa a continué. Je ne sais même pas quand ça a commencé. Il a baissé les yeux vers ses mains. Peut-être parce qu'il me rappelait moi-même. Il a ri amèrement. Peut-être parce que je le comprenais mieux. Une autre pause. Peut-être parce que j'étais aveugle. Je l'ai observé attentivement
Pour la première fois de ma vie, je ne voyais pas mon père se défendre. Je le regardais se confronter à lui-même. Et c'étaient deux choses très différentes. Ses yeux se sont levés vers les miens. Quand ta mère est morte, j'ai empiré. J'ai hoché la tête lentement. Nous le savions tous les deux. Aucun de nous ne l'avait jamais dit, mais nous le savions tous les deux. J'ai tout investi sur Cyprien. Sa voix est devenue plus douce. Et j'ai supposé que tu t'en sortirais. Une larme a coulé sur sa joue. Je pensais que tu étais assez forte pour ne pas avoir besoin de moi. Celle-là a frappé fort parce qu'elle expliquait tellement de choses, pas tout, mais assez. Beaucoup de gens confondent la force avec l'invulnérabilité. Ils voient l'enfant qui survit, l'enfant qui s'adapte, l'enfant qui continue, et ils supposent que cet enfant ne souffre pas. Mais la haute force n'élimine pas la douleur. Elle la cache simplement. Mon père a essuyé ses yeux. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai lu tes lettres. Je me suis figée. Les lettres? Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Il a hoché la tête, chacune d'entre elles. Sa voix s'est complètement brisée. J'aurais dû les lire il y a des années. J'ai détourné le regard, soudainement, tout effrayée de pleurer, moi aussi. Ces lettres contenaient des parties de moi que personne n'avait jamais vues. La peur, la solitude, l'espoir, le chagrin, des choses que je n'avais jamais dites à voix haute. Mon père a secoué la tête. Tu n'as pas arrêté de tendre la main vers moi. Une autre larme, et je n'étais pas là. La pièce est retombée dans le silence. À l'extérieur, la circulation se déplaçait le long de la rue en contrebas. À l'intérieur, le temps semblait s'arrêter. Finalement, j'ai posé la question qui comptait le plus. Pourquoi? Papa a eu l'air confus. Pourquoi? De quoi? Pourquoi n'ai-je jamais été suffisante? Les mots se sont échappés avant que je ne puisse les arrêter. 40 ans. Une question. Son visage s'est décomposé. La réponse est venue immédiatement. Non. Il a secoué la tête désespérément. Non, Isaline. Plus de larmes. Tu as toujours été suffisante. Je l'ai dévisagé. Il a poursuivi. Le problème n'était pas toi. Une autre pause. C'était moi. La pièce est devenue très silencieuse. Parce qu'au fond de moi, je crois que nous avions tous les deux attendu des décennies pour entendre ces mots. Le problème n'était pas toi. Toutes les blessures ne peuvent pas être guéries. Mais certaines blessures ont fini par cesser de saigner. Quelques minutes plus tard, on a encore frappé à la porte. Cyprien, j'ai ouvert. Il avait l'air nerveux, presque autant que papa. Quand il est entré et a vu notre père pleurer, son expression a immédiatement changé. Nous nous sommes assis tous les trois ensemble, maladroitement au début. Puis honnêtement, pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé, vraiment parlé. Peut être pour la première fois de notre vie. Cyprien a aussi avoué des choses. Il a admis qu'il aimait être le favori. Il a admis qu'il restait silencieux quand il aurait dû parler. Il a admis qu'il acceptait parfois des éloges qui nous appartenaient à tous les deux. Rien de tout cela n'était facile. Rien de tout cela n'effaçait le passé. Mais cela comptait, car la guérison commence là où l'honnêteté commence. Finalement, Cyprien m'a regardé et a dit « Je ne veux pas perdre ma sœur ». J'ai souri à travers mes larmes. Alors ne le fais pas. Aussi simple que ça, aussi compliqué que ça. À midi, quelque chose avait changé.
Pas parfaitement, pas magiquement, mais sincèrement. Les murs que nous avions passés des décennies à construire avaient commencé à se fissurer. Quelques mois plus tard, une autre réunion de famille a eu lieu. Rien de formel, pas de cérémonie, pas de promotion, pas de discours, juste un dîner du dimanche. Le genre que les familles ont tous les jours à travers la France. Ah, ô mon arrivée, mon père est venu à ma rencontre à la porte. Il m'a prise dans ses bras, puis m'a conduite à l'intérieur. Là, à côté de sa chaise, il y avait un couvert, mon couvert. Il a souri. Je t'ai gardé une place, un geste si petit. La plupart des gens ne le remarqueraient jamais, mais je l'ai fait, parce que toutes ces années auparavant, j'avais voulu une place à la table. Pas le statut, pas pour la reconnaissance, mais parce que je voulais être à ma place. Et finalement j'y étais, non pas parce que je suis devenue couronnée au succès, non pas parce que j'ai gagné des médailles, non pas parce qu'un amiral m'a défendu, mais parce que la vérité a fini par entrer dans la pièce. Et une fois que la vérité arrive, la guérison devient possible. En y repensant maintenant, la plus grande victoire n'a pas été de voir mon père se sentir embarrassé. Ce n'était pas de voir les invités choqués. Ce n'était pas d'entendre les applaudissements. La plus grande victoire a été de découvrir que la vengeance ne signifie pas toujours détruire quelqu'un. Parfois, cela signifie lui permettre de voir ce qu'il a fait et lui donner la chance de s'améliorer. Mon père ne pourra jamais me rendre les années que nous avons perdues. Aucun de nous ne peut changer le passé. Mais nous pouvons choisir ce qui se passera ensuite. Et parfois, cela suffit. S'il y a une leçon que j'espère que vous tirerez de mon histoire, c'est celle-ci: ne présumez jamais de la valeur de quelqu'un en fonction de l'endroit où il en est assis. Vous ne savez jamais quelle bataille ils ont menée. Vous ne savez jamais quel sacrifice ils ont fait. Et vous ne savez jamais à quel point une parole gentille ou cruelle peut les marquer pour toute une vie. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment aujourd'hui pour tendre la main à quelqu'un que vous aimez. Dites-leur ce qu'il signifie pour vous pendant que vous le pouvez encore. Et si vous vous êtes déjà senti négligé, sous-estimé ou oublié, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'a jamais dépendu de la capacité de quelqu'un d'autre à la reconnaître. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et si des histoires comme celle-ci vous rappellent les choses qui comptent, vraiment, la famille, le pardon et les secondes chances, j'espère que vous partagerez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre.